pense qu'on s'est arrêté là. Voilà, on s'est arrêté là. Alors, j'espère que vous pouvez sauvegarder hein, l'enregistrement. Je n'ai toujours pas accès. Et vous vous chargez d'enregistrer la séance et de la partager. D'accord? Alors. Est-ce que vous arrivez à voir les slides? Oui? Oui, madame. Très bien. Parfait. On s'est arrêté à ce niveau-là. On avait parlé de la représentation fréquentielle et temporelle des signaux. Et j'avais dit que ce chapitre n'est pas consacré exclusivement à la transmission sans fil, mais c'est les principes fondamentaux de toute transmission, qu'elle soit filaire ou sans fil. Donc, on avait dit que la représentation la plus utilisée, c'est plutôt la représentation fréquentielle pour tout l'aspect mathématique qu'a trouvé Fourier concernant la fréquence fondamentale et les multiples de la fréquence fondamentale et tous les calculs qu'a pu trouver M. Ferrier. Donc, dans ce slide-là, on dit qu'en augmentant, bien entendu, la bande passante, si on augmente la bande passante, on augmente également la capacité de transport de notre signal. Mais il faut savoir que tout signal numérique possède une bande passante infinie, c'est ce que j'avais dit, mais on va la limiter selon le média de transmission. Donc, il faut savoir qu'un câble, par exemple, il a une bande passante limitée et il faut qu'on génère un signal qui va être transporté sur ce câble-là qui a une bande passante limitée. Donc, en d'autres termes, le système de transmission, le média de transmission, limitera forcément votre bande passante utilisable. Et on peut également dire que la bande passante, et si elle est large, donc le coût est important, plus vous avez une bande passante large, vous aurez à payer plus. Donc, si vous payez plus, il faut savoir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire utiliser cette bande passante au maximum et ne pas la gaspiller. D'accord? Si, par contre, on réduit considérablement la bande passante, il y aura des problèmes de distorsion, ça veut dire que le signal utilisable, le signal important de votre transmission, il ne sera pas transmis en globalité sur cette bande passante parce qu'elle a été limitée. Elle ne peut pas transmettre tout le signal que vous voulez envoyer. Donc, il y aura des distorsions et certainement une déformation, si vous voulez, des données que vous voulez envoyer. Donc, le choix de la bande passante, si vous avez une bande passante assez large, donc forcément, vous allez gagner, mais il faut cependant savoir l'utiliser et ne pas la gaspiller. Savoir la partager entre les différents utilisateurs et participants de la communication et de la transmission. Ceci dit, je pense qu'on a fait le tour avec quelques notions de base sur les signaux. On passe maintenant à, on va éclaircir les choses qu'on avait déjà citées auparavant. Et j'avais terminé la dernière fois le cours avec une question de vos camarades. J'espère qu'on va y trouver un exemple dans ces slides maintenant. D'accord? Donc, pour une transmission de données, quelle soit cette transmission de données analogiques ou numériques, les données, on avait dit qu'ils pouvaient être analogiques et également qui pouvaient être numériques. Concernant l'analogique, vous aurez des intervalles de temps continus d'intensité, donc exemple la voix ou la vidéo. Et vous pouvez avoir des données numériques, tout ce que vous allez taper comme caractère, nombre entier. Et ça sera plutôt des... là, on parle de données, hein, on n'a pas encore parlé de signaux, d'accord?
Alors, on peut qualifier, on peut envoyer des données analogiques, on avait dit, sur un signal analogique ou bien sur un signal numérique. Et de la même manière, on pourra envoyer des données numériques sur un signal analogique et ou bien numérique, d'accord? Excusez-moi, j'enlève juste la batterie. Voilà, très bien. Donc, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a? On a des données analogiques qu'on va envoyer via un signal analogique. Par contre, ici, on a des données analogiques, numériques qu'on enverra sur un signal au départ numérique et ensuite, on utilisera un modem et on l'enverra sur un signal analogique. Donc, signaux analogiques et numériques. Et dans cet exemple-là, je vais agrandir. Voilà, on va représenter des données via un signal analogique ou numérique. Donc là, on veut vous montrer juste que les données étaient des données analogiques et on a pu les envoyer sur un signal analogique. Et là, on avait des données binaires, par exemple d'un ordinateur. En utilisant le modem, on a pu les transmettre sur un signal analogique. Le téléphone n'a fait aucune conversion dans ce cas-là. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des données, ici, un signal analogique. On a utilisé un codeur-décodeur et de cette manière-là, on a pu envoyer ce signal analogique sur un signal digital, ça veut dire numérique. De la même manière, on a une donnée numérique et là, c'était un signal numérique. On a pu l'envoyer sur un signal également numérique. Là, c'est juste un transceiver. Il va mettre sur la bande fréquence. C'est tout. Mais on a du numérique vers du numérique. Alors, quel est le choix de combinaison? Si on a des données numériques et on veut les envoyer sur un signal numérique, ou bien on a des données analogiques et on souhaite les envoyer sur un signal numérique. On peut avoir des données numériques et cette fois-ci, on veut les envoyer sur un signal analogique. Et enfin, nous avons des données analogiques et on veut les envoyer sur un signal analogique. Donc, dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a? Alors, les données sont numériques, ici, excusez-moi. Les données sont numériques, voilà. L'équipement servant, je vois juste mon stylet, je ne l'ai pas branché. Donc, les équipements, quand est-ce qu'on va utiliser des données numériques qu'on voudra envoyer sur un signal numérique? Donc, les équipements qui servent au codage des données numériques sont moins compliqués et coûteux que ceux qui assurent une conversion vers l'analogique. Ça signifie quoi? Si déjà j'ai des données numériques, il est préférable d'utiliser un signal numérique parce que les équipements qui vont le faire seront moins compliqués, le traitement sera moins compliqué et moins coûteux que si on prenait des données numériques et qu'on voudra les transmettre sur un signal analogique. Donc, dans ce cas-là, si on a des données numériques, il est préférable qu'on utilise un signal numérique. Si vous avez des données analogiques, j'espère que vous suivez. Ça va pour le moment? Oui, madame. Très bien. Alors, je continue. Si j'ai des données plutôt analogiques et je veux les envoyer sur un signal numérique, quand est-ce que je pourrais le faire, ou il est préférable de le faire, quand j'ai des conversions de données analogiques dans une forme numérique, il permettra de faire quoi? D'utiliser des équipements numériques modernes qui vont peut-être rajouter de la sécurité. Exemple, rajouter un traitement sur mes données. Donc, il est préférable de convertir ces données-là analogiques en un signal numérique. Dans le cas où on a des données numériques et le signal analogique,
Donc, c'est comme vous envoyez sur l'ADSL, par exemple, ou bien vous avez des données déjà sur téléphone et ensuite vous envoyez via l'air. Donc, l'air, c'est un signal analogique. Des données analogiques et un signal analogique. Donc, c'est comme le téléphone basique, d'accord, où vous avez de la voix et on transmet sur un signal analogique, sur un câble, et on ne fait pas de traitement ni de conversion vers le numérique. Alors, je ne me rappelle plus l'exemple que votre camarade voulait savoir. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là, elle me repose sa question de la dernière fois. Alors, pour la transmission analogique, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que c'est une transmission? Je veux juste voir, est-ce que j'ai défini la transmission quelque part? Non. Qu'est-ce que c'est une transmission numérique ou analogique? Alors, Rania? Ah oui. Rania, on passera forcément par un signal analogique. D'accord? On passera forcément, obligatoirement, par un signal analogique. D'accord, Rania? Si vous avez une donnée analogique qui est la voix, il y aura une partie qui passera par un signal analogique et ensuite, ça va être numérisé. Lina, qu'est-ce que vous voulez dire? Transmettre un signal binaire en un signal analogique. Il faut faire la différence entre la donnée elle-même, qui est numérique analogique, et le signal. D'accord? Je peux avoir une donnée analogique. La donnée, elle est analogique, ça veut dire la voix, que je vais envoyer sur un signal numérique, cette voix-là. D'accord? Donc, donnée, ça ne veut pas dire signal lui-même. Je voulais juste voir où est-ce qu'on a défini la transmission. Je ne vois pas où est-ce que je l'ai défini. Voilà. Une transmission, on avait dit, c'est le transport des données à l'aide de la propagation et du traitement du signal. La transmission elle-même, donc, peut être analogique ou numérique. Donc, je reviens et je remets. Voilà, comme ça, j'essaye de tout voir. Excusez-moi. Voilà, comme ça. Je mets juste le petit tableau blanc et je vois en même temps les slides. Et je vois également votre chat. Voilà ce que vous m'écrivez. Comme ça, c'est bon. Donc, je disais, la donnée peut être analogique ou bien elle peut être numérique. De la même façon, le signal peut être analogique ou peut être numérique. Et de la même manière, une transmission peut être analogique ou bien numérique. Alors,
La transmission analogique, j'avais expliqué, et numérique, j'avais donné des exemples. Pouvez-vous me donner des exemples sur une transmission analogique et numérique? Allez-y. Madame, analogique, c'est à les lignes de la téléphonie. T'as le téléphone fixe, madame. Oui. La voix a donc les données qu'on échange durant l'appel, c'est une transmission analogique. Comment, chauffe la définition de la transmission analogique, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, où est-ce qu'il est? Ah, regardez. Voilà, la transmission, transport des données. C'est le transport des données à l'aide de la propagation et du traitement du signal. La transmission, c'est surtout le traitement que vous allez faire sur ces signaux-là. D'accord? Je peux, regardez, je peux avoir par exemple un cellulaire ici. D'accord? Cellulaire, il est là. Il va envoyer vers une antenne terrestre, n'est-ce pas? Donc, au début, ici, il y a une personne. Donc, j'ai des données voix. Donc, c'est des données analogiques, pardon. N'est-ce pas? Parce que c'est de la voix. OK? Donc, de la voix, elle va parcourir quoi? Elle va passer cette voix-là via quoi? La donnée, elle est analogique parce que c'est de la voix. Elle va être envoyée sur un signal comment? Comment il est ce signal-là? Analogique ou numérique? Analogique. Analogique, on est dans l'air. Donc, pour nous, signal analogique, on est dans l'air. Ça peut être qu'un signal analogique dans l'air. Ça. Donc, il a transmis sa voix, donc on est donné analogique, on transmet signal analogique. Pour le moment, c'est clair. Ça. Ensuite, ça arrive au niveau de la station terrestre. Elle va, celle-là, faire un traitement. Je ne sais pas quel traitement. Est-ce que celle-ci, elle travaille de façon numérique, le traitement à l'intérieur, ou bien analogique? Si c'est de l'analogique, elle fait un traitement analogique, par exemple amplifié. Elle a reçu un signal analogique, elle va l'amplifier, le signal analogique. Oui, Ras. Partagé, admettant que je n'étais pas là. Le signal, il est arrivé, regarde, il est arrivé au satellite. Il est parti, Riyad. Riyad, qu'est-ce qui se passe au niveau du satellite? Il va recevoir des la donnée, il va faire un traitement, il va envoyer un truc. Un truc. Il va envoyer un signal. Oui, mais pourquoi j'ai schématisé ça? Je voulais en venir à quoi?
Ben, on a la différence entre entre une transmission analogique et une transmission numérique. Très bien. Transmission analogique, transmission numérique. Là, dans l'air, le signal, tout le signal, il est passé d'un signal numérique. De toutes les manières, dans l'air, ça sera un signal analogique, n'est-ce pas? Et le signal, il a été à un moment donné analogique. Mais le plus important, le traitement qu'on a fait sur ce signal-là, à un moment donné, dans toute la chaîne de transmission, il y a eu un traitement numérique. Et c'est ça ce qu'on appelle une transmission numérique. Même si le signal qui a parcouru tout ce chemin sur le média de transmission, ça a été un signal analogique à un moment donné, eh ben, si le traitement a été un traitement numérique, on dira que la transmission sera une transmission numérique. Vous voyez la différence? Donc, si je reprends mon tableau, normalement, est-ce que j'ai encore le partage? Oui, madame, le partage. Très bien. Donc, voilà le schéma, il est là. Donc, si on est passé d'un signal analogique, un traitement numérique, mais pour faire le traitement numérique, on doit avoir un signal numérique et par la suite, on l'a envoyé vers le satellite, on est dans l'air, donc on a un signal analogique. Le satellite, s'il fait, lui, un traitement analogique, donc il reçoit le signal analogique, il va amplifier, il va envoyer. S'il fait par contre un traitement numérique, il doit convertir ce signal analogique en un signal numérique. Il fait son traitement numérique avec des algorithmes certainement dédiés. Et ensuite, pour l'envoyer dans l'air, il doit encore le convertir en un signal analogique. Je pense que j'ai été clair sur ça. Est-ce que c'est clair? C'est pour clair. tout le monde? Pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Parfait, parfait. Donc, on peut avancer. Oui. Donc, pour une transmission analogique, la définition, donc on va dire transport des signaux analogiques indépendamment de leur signification. D'accord? Si on est dans le cas ce sont des signaux analogiques. Parce que les signaux analogiques, on n'essaye pas de déchiffrer, c'est des tensions. On n'essaye pas de déchiffrer et de comprendre l'intérieur du signal. L'atténuation du signal, elle va être limitée par la longueur de la ligne de transmission utilisable. Plus c'est lent, plus c'est loin, plus il y aura une atténuation du signal. Donc, on est obligé de faire quoi? On est obligé de rajouter des amplificateurs qui vont seulement augmenter le niveau de l'énergie de votre signal. D'accord? Et à chaque fois, on rajoute sur notre ligne de transmission, on va rajouter des amplificateurs. Donc, il y aura certainement, si on n'utilise pas plusieurs amplificateurs, il y aura une distorsion du signal et on va introduire des erreurs pour les données, si ce sont des données numériques. Pour de la voix, ça passe. Si vous avez, par exemple, vous parlez au téléphone et vous dites « Al », on sait que c'est « allô », même si vous ratez quelques données. Mais si c'est des données numériques, si vous oubliez ou il y a une erreur sur un bit, là, ça va engendrer des erreurs sur toute la transmission. Donc, quand c'est des données analogiques, comme de la voix, ce n'est pas très important, ce n'est pas très grave. Mais quand c'est des données numériques, là, ça peut perturber toute votre transmission. Une transmission numérique, elle va tenir compte du contenu du signal, ça veut dire qu'on va essayer de comprendre ce que contient ce signal-là. Et l'atténuation, s'il y a des problèmes sur un bit, elle va menacer l'intégrité de vos données.
ça va perturber toute votre transmission parce que c'est des données numériques. Si on utilise pour cette transmission numérique un signal numérique, donc il y aura des répéteurs, on appellera ça plutôt des répéteurs, et le répéteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconstituer le flux binaire. Il va corriger s'il y a des erreurs sur ce flux binaire, il y aura un nouveau signal qui sera généré. Si par contre on utilisera un signal analogique, qui va transporter des données, cette fois-ci numériques. Donc, les équipements de retransmission, ils vont reconstituer les données numériques. Et de cette manière-là, si on va faire une reconstitution, à partir de ce signal analogique, on va générer un nouveau signal, mais cette fois-ci, il sera propre. Donc, de toutes les manières, une transmission numérique, on ne va pas amplifier l'erreur. D'accord? On va répéter le signal et si on va le répéter, ça va nous permettre de générer un nouveau signal. Quand on dit un nouveau, c'est le même, mais on va générer un nouveau dans le sens où on va le nettoyer. On ne va pas l'amplifier. D'accord? Donc, il est préférable et souhaitable d'utiliser une transmission numérique, quelles que soient les données transmises. Alors là, j'y vais rapidement sur ce qui concerne la capacité du signal. Et d'accord, on y va rapidement, mais vous m'arrêtez si toutefois vous ne comprenez pas. Donc, la capacité d'un canal de transmission, que ce soit filaire ou sans fil, on dit qu'une source de dégradation du signal, telle que le bruit, diminue la capacité de votre signal. Donc, si dans l'air, il y a beaucoup de bruit, la capacité du signal, elle va être diminuée. Donc, le bruit qui va être causé par des parasites, ils vont être rajoutés à votre signal. Ça va également modifier votre signal envoyé et il y aura certainement des erreurs de transmission. Là, c'est pourquoi on parle de capacité, des bruits, des sources de dégradation. Parce que ces sources de dégradation s'amplifient quand on est dans l'air. Dans l'air, on a beaucoup plus de sources qui vont dégrader les signaux. D'accord? Pour les données numériques, la question est de savoir jusqu'à quel point la dégradation peut limiter le débit brut praticable. Maintenant, jusqu'à quel point je peux supporter? Quel est le pourcentage de bruit que je peux supporter sans pour autant perturber énormément ma transmission et mes données? Est-ce que c'est clair? On essaye toujours, on se dit qu'il y a des erreurs de transmission, il y a de la dégradation, mais on va supporter un certain seuil de dégradation. D'accord? Donc, capacité d'un canal, c'est quoi? C'est le débit maximal sous certaines conditions sur un canal de transmission. Ça, c'est la capacité du canal de transmission lui-même. Le débit, c'est quel est le débit brut avec lequel j'envoie mes données. La bande passante, c'est la bande passante de fréquence qui va couvrir le signal que je suis en train de transmettre. Le bruit lui-même, ce sont des signaux qui viennent s'ajouter et se greffer à mon signal de transmission. Quel est aussi le taux d'erreur? Le taux d'erreur, c'est le taux d'erreur de transmission qui se produisent et que je vais tolérer dans ma transmission. Alors, les problèmes, souvent, quand on envoie des données, les équipements de communication sont assez coûteux et en général, plus la bande passante est importante, plus ces équipements seront chers, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir utiliser à bon escient notre bande passante et ne pas la gaspiller vu qu'elle est limitée. Donc, cela peut être en raison de propriétés physiques du support de transmission ou de contraintes imposées par le dispositif qui envoie lui-même pour prévenir toutes les interférences entre les équipements électromagnétiques. Alors, je vois que
il y a un problème de sang. Est-ce que c'est pour tout le monde? madame. Non pour moi. Donc, pour certains. J'espère que ça va être réglé. Donc là, c'est pour vous donner une idée que la capacité de transmission de votre canal, qui est l'air dans le sans-fil, elle sera perturbée et elle sera limitée. D'accord? À cause de tous les problèmes que va rencontrer votre signal lors de la propagation. Alors, on dira également l'objectif visé, c'est ce que je disais, c'est d'exploiter au maximum la bande passante et bien sûr efficacement. Pour des données numériques, il faut tenter d'atteindre le meilleur débit, c'est ce qu'on souhaite, avec une bande passante sans dépasser un certain taux d'erreur. Maintenant, on tolère un certain taux d'erreur. Au-delà de ce seuil, les données ne seront plus utilisables. D'accord? Le bruit, c'est la principale contrainte à gérer pour prévenir ce résultat, la bande passante, pour bien utiliser la bande passante. Alors, ce problème-là, c'est un problème qu'on a aussi dans le filaire. D'accord? Ne serait-ce que, par exemple, les câbles qui utilisent le cuivre. Il y a un certain bruit qui est dans le cuivre lui-même. Quand on dit bruit, c'est des signaux qui sont transmis en parallèle, qui vont limiter votre signal. Alors, tous ces bruits-là dans le filaire, ils vont être augmentés parce que dans le sans-fil, vous avez des bruits quelconques, vous êtes en train de transmettre et en parallèle, il y a une autre antenne qui transmet à un bruit très puissant à un moment donné. Ce bruit-là, il va venir perturber votre transmission à un moment donné. Donc, dans l'air, tous ces problèmes vont être nettement plus importants que dans le filaire. D'accord? Alors, pour le théorème de Nyquist, vous connaissez bien. Donc, pour le théorème de Nyquist, là, il est exempt de bruit. Donc, il a découvert que le débit du signal de transmission est de 2 B, qui est la bande passante. Il suffit qu'un signal avec un spectre de fréquence dans les limites de cette bande passante pour assurer ce débit. Maintenant, avoir 2 B. Et l'inverse est également vrai. L'inverse, maintenant, entre le débit et la bande passante. Donc, pour une bande passante B, le débit le plus élevé qu'on peut atteindre, c'est 2 B. Cette limitation, elle est causée par les interférences intersymboles. Intersymbole, c'est quoi? C'est quand vous envoyez un signal et que vous avez un autre qui va arriver un peu plus en retard. D'accord? Donc, un peu plus en retard, c'est entre les symboles envoyés lui-même du signal. Donc, il y aura des chevauchements parfois, et c'est ça ce qui fera une distorsion du délai. C'est un phénomène qui existe également dans le filaire, hein, d'accord? Donc, vous avez pour le signal binaire, vous avez C est égal de B, et multiniveau avec une valence, le M c'est la valence, multiniveau, donc vous aurez 2B log de 2 de M. Si on a M est égal à 8, une valeur utilisée avec certains modems, un canal de bande passante de 3100 Hz, il va offrir une capacité de 18 600 bits par seconde. Si on a, par contre, si on a la valence à 8, je pense que vous pouvez faire l'exemple. Donc, vous aurez une capacité de 18 600. Alors, pour une bande passante, donc, le théorème de Nyquist, par contre, lui, il va rajouter quelques bruits. Donc, pour Nyquist, pas Nyquist, pour Shannon. Donc, on passe pour Shannon. Shannon, il a rajouté du bruit et on parlera plutôt du rapport signal sur bruit que vous connaissez. Donc, ce rapport est généralement mesuré au niveau du récepteur, là où on va recevoir le signal. Donc, on fera quoi? La puissance du signal sur la puissance du bruit, logarithme de 10. Et on a le fameux décibel.
Donc, le SNR, il va définir le maximum, la limite supérieure du débit brut praticable. Comment? Avec ce théorème, C est égal B log de 2, cette fois-ci, 1 plus le SNR. Et ici, le SNR, est-ce qu'il est en décibels ou pas? Non. Alors, quelle est la différence entre pourquoi le décibel et après pas de décibels? Alors, il faut savoir que les débits, même s'ils sont calculés, vous avez une certaine valeur, ils seront beaucoup plus faibles hein, à cause de tous les autres bruits. Parce que la formule de Shannon ici, elle ne prend en considération que le bruit thermique. D'accord? Les bruits, tu as les matériaux. D'accord? C'est ce qu'on appelle les bruits blancs et ne prend pas en considération les autres bruits. Donc, si vous calculez avec Shannon un certain débit, dites-vous que vous aurez toujours moins que ce débit-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce décibel-là? Pourquoi je ne fais pas puissance du signal sur puissance du bruit, s'il vous plaît? Oui, est-ce qu'il y a une réponse? Quelle est l'unité? L'unité du décibel. Là, le SNR, c'est une puissance sur une puissance, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de décibels ici. Puissance sur puissance, il n'y a plus rien. Le SNR, quelle est l'unité du SNR ici? C'est un rapport. Puissance sur puissance, non? Donc, le SNR lui-même, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le décibel rapidement? Le SNR ici. Le SNR, c'est quoi? C'est puissance du signal sur puissance du bruit. Puissance, les unités, puissance sur puissance, place le SNR est 100 unités. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'unité. Donc, ce n'est pas en kilogrammes, ce n'est pas la puissance, tu remets la puissance. Donc, le SNR en décibels, il va représenter quoi? Pourquoi on ne s'est pas arrêté à ça? Du moment que par la suite, dans la formule de Shannon, j'utilise le SNR tout court. Je n'utilise pas dans la formule de Shannon SNR en décibels. Pourquoi? Oui, c'est un rapport sans unité, oui. Pourquoi le décibel, s'il vous plaît? Madame, on doit genre avoir une grandeur ou un truc pour exprimer donc les valeurs. Pourquoi? Genre on peut pas, par exemple, je sais pas, par exemple, si on veut exprimer donc les grandeurs, on va pas dire par exemple 40 ou classe. Donc ils ont créé le décibel pour quantifier les choses. Non. Voilà, un colo, c'est sans unité. SNR, c'est un rapport. C'est un rapport.
C'est uniquement un rapport. Ali. Ali, c'est pas votre nom, Alilo. Ali, c'est le prénom, le nom de famille, c'est pas Alilo, que je sache, non. Ah oui, très bien. Parce que Ali, Alilo, hein, nom de famille, ça serait grave. Ça serait grave. Bref, le décibel, la question, c'est comme le SNR, a dit l'unité décibel, c'est quoi? Pourquoi? Normalement, le SNR, c'est signal puissance du signal sur puissance du bruit. C'est tout. Voilà, le décibel. Le décibel, il n'est pas utilisé uniquement pour le SNR. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Abdelali. Oui. C'est ce que vous venez d'écrire. Pourquoi? Pourquoi? Le décibel n'est pas utilisé juste pour le SNR. C'est uniquement pour des raisons de calcul. Alors, je vais vous montrer. Alors. Non. Alors, là, c'est l'exercice que vous avez par la suite dans le TD. Là, je vous donne des puissances, d'accord? Et vous devez faire le calcul du gain en décibels. Mais j'ai posé la question, attendez, je vais vous montrer la solution. J'ai fait les calculs. Voilà. Là, j'espère que vous voyez mon écran. Un paramètre important dans n'importe quel système de transmission est la puissance du signal. D'accord? Lorsqu'un signal se propage le long d'un support de transmission, il va subir ce qu'on appelle des pertes ou des atténuations de sa puissance. Pour y remédier à ces pertes, on va rajouter ce qu'on avait appelé des amplificateurs qui vont être rajoutés à différents endroits du chemin. Maintenant, mon signal, il est là. Je mets un premier amplificateur. Ensuite, c'est encore très loin, il va s'atténuer. Je mets un deuxième amplificateur. La destination. Là, c'est la source. Il a la destination. D'accord? Donc, pour faire nos calculs sur tout ce chemin de transmission, le calcul, ça veut dire quoi? Quelle est la puissance de transmission qui arrive à la destination? Est-ce que j'ai une bonne réception ou pas de mes données? Donc, normalement, les puissances elles vont s'additionner. Oui, madame. Donc, il est courant d'exprimer le gain ou les pertes. Si je utilise uniquement le SNR tel qu'il est, ça va être des divisions ou bien des multiplications. D'accord? Madame, il y a eu une petite coupure tout à l'heure, on ne vous a pas entendu. Ah, donc avec la pluie, ça n'arrange pas les choses. Ou est-ce que là, sur ce texte-là
que Non, vous madame, voyez c'est madame, quels sont les deux amplificateurs d'Athena les signaux, bah, ils vont être additionnés. Oui, ils vont être additionnés. Normalement, on souhaiterait qu'on fasse des additions, n'est-ce pas? Mais le Oui, madame. SNR lui-même, le SNR, c'est sans unité. C'est une puissance divisée sur une autre puissance, n'est-ce pas? Yes. Donc, je vais faire, au lieu de faire pour connaître la puissance que j'ai au niveau de la réception, de la destination, j'aurai à utiliser de la division ou bien de la multiplication de ces SNR, toutes ces puissances-là. Au lieu d'utiliser des multiplications et des divisions, ce qui est fastidieux tout de même, on a préféré de se dire, écoute, si j'utilise le logarithme 10, avec le logarithme 10, sur le SNR, je ne vais plus faire des divisions, c'est plutôt log d'une division, ça va être quoi? Une soustraction. Oui, madame. Log 10 d'une multiplication, ça sera des additions. Donc, ça va nous simplifier la tâche sur toute une ligne de transmission. Si j'ai plusieurs amplificateurs, je vais faire soit au lieu de faire le SNR sans unité, je vais faire des divisions et des multiplications. Je vais plutôt utiliser le SNR en décibels pour faire le logarithme de 10 d'une division. J'ai dit que c'est une soustraction. Et le logarithme 10 d'une multiplication, c'est une addition. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il est courant d'exprimer les gains, les pertes et les niveaux relatifs de la puissance en décibels. Pour quelle raison? C'est uniquement logarithme de 10. C'est ça le décibel. 10 log de 10 du SNR. C'est ce qu'il avait écrit tout à l'heure, votre camarade. Donc, pour quelle raison? La puissance du signal chute souvent de façon exponentielle. Donc, la perte est aisément exprimée en décibels, qui est une unité logarithmique. Parce que comme le log, quand vous représentez l'exponentielle et le logarithme, vous voyez comment il chute de façon exponentielle quand vous dessinez. D'accord? Et la perte ou le gain net sur le chemin de transmission en cascade peuvent être calculés par de simples additions ou soustractions. Donc, voilà pourquoi il est préférable de faire vos calculs d'abord avec le SNR décibels, ensuite revenir vers, si nécessaire, revenir vers le SNR. Est-ce que c'est clair pour le décibel? Et vous pouvez trouver le décibel pour tout autre calcul, hein? Pas nécessairement pour le SNR. Hein? D'accord? Donc, le décibel, vous pouvez l'utiliser pour tout autre calcul. Est-ce que c'est clair? Et je pense que je parle encore toute seule. Non, non, madame, on vous entend. Très bien. Très bien. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, Oui, madame. très bien. Oui, madame. Alors. Donc ça, je pense qu'il faut faire juste attention pour la formule. Elle ne contient pas de décibels ici. Hein? D'accord? Donc là, vous avez un petit exemple qui utilise les théorèmes des formules de Shannon et Nyquist. Vous avez un spectre entre 3 et 4 MHz et un SNR qui est de, 24 décibels. Il est dans le document. Et je vous dis de faire le calcul. Et là, vous avez la solution. D'accord? Je prends juste le document. Voilà, là, vous devez juste faire ces calculs. Et là,
Est-ce que dans le... Voilà. Soit un spectre, c'est ça. Soit un spectre de canal situé entre 3 MHz et 4 MHz et une valeur SNR en décibels qui est de 24 décibels, calculer le débit maximal de ce canal. Supposons que ce débit est réalisable, c'est ce qu'on aura réellement, on pourra l'avoir, calculer donc le nombre de niveaux de signal, maintenant la valence. D'accord? Donc la solution pour celui-là, donc, je vous envoie également cette explication. Je peux la mettre sur le chat normalement. Oui. Oui, madame, c'est possible. Voilà. Je n'ai pas tout envoyé. Il le tranque. غير les deux points الآخرين. Oui. Voilà. Et on revient. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Le SNR, on calcule le SNR. Donc, on a la bande passante. Attends, on a le spectre. Donc, la bande passante, elle est de 1 MHz. Le SNR en décibels, il est de 24 décibels, 10 log de 10 SNR. Donc, j'ai pu calculer le SNR sans décibels. Et j'ai utilisé cette formule-là. D'accord? Vous voulez que je vous envoie ça aussi? Vous pouvez le faire. Donc, en utilisant la formule d'Ashanon, on calcule le débit maximal et on aura, en utilisant la formule de Shannon. Je ne sais pas si je peux l'envoyer. Mais je pense que vous êtes capable de faire. Hein? Comment il l'a envoyé? Il a bien envoyé, je pense. Non. Bon. Ouais, Même si on peut faire une capture d'écran. Non, vous pouvez le faire. Vous avez l'habitude de faire ces... Comme ça, pas possible d'envoyer. Non. Je vous l'envoie de suite. Non, madame, on peut faire une capture d'écran. Classe, faites-le, très bien. Vous vous débrouillez très bien sans moi. Alors. Très, très bien. Classe. Donc ça, on l'a vu. Donc les nombres de niveaux de signal, vous faites sortir à partir du C-end comme le C. Donc il vous restera le B-end comme il vous restera le M et vous faites le calcul. D'accord? On y va. Ah là là, je me perds un peu. Voilà. Tac. Excusez-moi ma lenteur. Excusez ma lenteur. Très bien. Alors, maintenant, donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans ces principes de transmission? Qu'est-ce que vous retenez? Rapidement. De ce premier petit chapitre. Qu'est-ce que vous retenez? Rien? Le type de transmission dépend du type de traitement. Oui. Là, tu as le décibel. Oui. Ah, ça, c'est nouveau pour vous. OK? Encore. On fait un peu un rappel. J'aime bien, moi, quand on remet un peu les choses, les points sur les i, tout ce qu'on a vu ensemble. Ça nous permet de bien avancer.
n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'on a vu encore? On a défini ce que c'est les données analogiques, numériques, les signaux, toutes les définitions, fréquences, amplitude, tout ça, toutes ces définitions-là, le spectre également, Riyad, très bien. Les traitements, ce que vous venez de dire, les formules de Shannon, la limitation des supports de transmission, le débit réalisable par rapport au débit que vous avez sur un canal, d'accord? La capacité maximale, oui. Donc, tout ça a été vu. Donc, ce sont des définitions que vous connaissez déjà. Donc, on peut passer à la suite. Donc, la suite, ça sera quoi? Les supports de transmission. On est toujours dans les principes de transmission. Pour le support de transmission, donc c'est le chemin que va emprunter votre signal entre l'émetteur et le récepteur. Donc, vous avez deux types de supports. Vous avez des supports guidés et des supports appelés non guidés. Les supports on parlera d'antenne omnidirectionnelle dans tous les sens. Elle va propager les signaux ou bien directionnelle. Là, on va diriger. On ne dira pas qu'on va guider, on va plutôt diriger nos signaux. D'accord? Donc, ce qu'on doit retenir, guider, c'est du filaire. Non guidé, c'est du sans fil. OK? Donc là, vous avez le spectre électromagnétique du plus bas, d'accord, jusqu'au plus haut. Donc là, la longueur de l'onde pour les petites fréquences, elle est assez large. Plus on monte dans les fréquences, ici vous avez les fréquences en Hertz, plus on monte dans les fréquences, plus la longueur de l'onde, elle va diminuer. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la lumière visible. D'accord? Les grandes fréquences, c'est ça. Et les plus basses, on a commencé par la radio. Je pense qu'il explique le tout ici. Donc, extremely low frequency jusqu'à extremely high frequency. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas l'infrarouge, c'est plutôt tout ce qui est micro-ondes. D'accord? Pour le sans-fil. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est le micro-ondes. Donc, pour les micro-ondes, là, vous avez, c'est juste un petit résumé par rapport à la plage de fréquences de 1 GHz jusqu'à 100 GHz. Bien sûr, je ne vous demande pas de les apprendre, mais uniquement de les situer un peu, globalement de les situer, d'accord? Ils sont hautement directionnels et ils conviennent pour les liaisons point à point, communication point ou bien point à multipoint, par exemple le satellite et différentes stations terrestres. Alors, quand on dit hautement directionnel, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Exactement, exactement. Alors, regardez, c'est exactement ça. Quand on est dans... Ah, la brosse. Quand on est dans la radio, pour transmettre la radio, on a commencé par la radio, ce que vous entendez, c'est la radio. La radio, c'est des fréquences hautes ou basses? Elles sont hautes. Par rapport aux ondes des satellites. Très basse, madame. Elles sont basses par rapport à celles des satellites. C'est bas.
Même si on ne les compare pas aux satellites, elles sont basses. D'accord? C'est des fréquences basses. La longueur d'onde. Comment elle est? Donc, fréquence basse. Longueur d'onde? Elle est petite. Non, elle est haute. Élevée. Elle est grande, elle est grande. C'est l'inverse. D'accord? La fréquence, c'est l'inverse, proportionnellement contraire. Pour les satellites, vous avez quoi? Des fréquences Haute. hautes et une longueur d'onde Courte. courte. Ça. Les antennes, ici, utilisées pour les radios. Comment elles sont? Est-ce que j'ai besoin, quand on utilisait les radios, on l'utilise encore, est-ce que j'ai besoin au niveau des maisons de mettre des antennes pour pouvoir propager la radio? Non. C'est plutôt, on peut dire que c'est plutôt omnidirectionnel. C'est plutôt, hein. C'est pas omnidirectionnel. Hein. Oui, madame. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde, elle est assez grande. La longueur d'onde. Donc, elle est facile à capter, madame. Je peux propager sur de longues distances. D'accord. Je peux propager sur de longues distances. Et pour propager de la radio ou bien des fréquences basses, je peux aller sur de longues distances et de cette manière-là, l'antenne, on n'est pas obligé d'avoir des antennes directionnelles, des paraboles. Exactement, exactement. Oui. Donc, là, pour la radio, je n'ai pas besoin d'avoir une antenne parabolique pour diriger et monter dans les débits. Par contre, pour les satellites, je dois monter dans les fréquences et je dois envoyer sur de longues distances des courtes longueurs d'onde. Donc, je suis obligée, pour pouvoir diriger mes signaux, je suis obligée d'utiliser des antennes paraboliques. Sinon, j'en enverrai pas sur de longues distances. D'accord? J'enverrai sur de courtes distances. Pour les antennes paraboliques, j'ai dit, pour pouvoir envoyer sur de longues distances, et pour pouvoir diriger, parce que c'est des antennes, c'est des ondes directionnelles, pour pouvoir diriger. Maintenant, sur un faisceau bien précis. Ça ne sera pas de l'omnidirectionnel. Je suis obligée d'utiliser des antennes. L'antenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer sur une certaine plage de fréquence, d'accord, haute, et également, elle aura un faisceau dirigé. Je vais pouvoir diriger mes ondes pour les envoyer. Et c'est pour ça que c'est directionnel. Donc, je suis obligée d'utiliser des ondes paraboliques, des antennes paraboliques, pour pouvoir diriger et monter dans les fréquences, oui.
Même dans l'inverse, vice-versa, même si vous avez un satellite, il est obligé de diriger. Oui, arrête comme le satellite, là, non. Le satellite. S'il veut envoyer vers cette antenne terrestre, il est obligé, parce qu'il tourne autour de la Terre, comme la Terre. Il tourne autour de la Terre et en même temps, il est en train de tourner. Elle est en train de tourner. Donc, ça dépend si c'est un Géo ou un Méo ou un Léo. Donc, si c'est un Géo, ah oui, il va être la même position. Il tourne à la même vitesse, pas à la même vitesse. Il est fixe, stationnaire par rapport à un point. Donc, il va toujours viser le même endroit, Géo. Donc, s'il fixe toujours le même endroit, donc il pourra toujours être en face de cette antenne et envoyer des faisceaux directionnels. Plus on monte dans les fréquences, plus la longueur d'onde, on est obligé d'avoir des puissances de transmission élevées. Et on est obligé d'avoir des antennes directionnelles. D'accord? Quand on est dans les fréquences basses, l'onde elle-même, elle va se propager. Comment? Elle va se propager en épousant la Terre, si vous voulez. D'accord? Elle se propage mal la Terre. Là, j'ai envoyé des ondes radio, ils vont se propager, pas de problème. D'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'antennes paraboliques pour... et en plus, la longueur d'onde, elle est assez importante. D'accord? Donc, pour nous, on est en train de monter dans les fréquences. Donc, certainement, pour les micro-ondes, on aura besoin d'antennes paraboliques ou d'antennes tout court. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça, liaison point à point. Donc, il y a des antennes paraboliques ou bien point à multipoint à diffusion par satellite. Vous avez les ondes radio. C'est plutôt, on descend dans les fréquences, donc c'est plutôt pour des applications omnidirectionnelles. Les ondes infrarouges, c'est plutôt pour les applications point à point et bien entendu dans des espaces restreints comme une seule pièce. Pourquoi? Pourquoi dans une seule pièce? Oui. Encore, pourquoi? ما يكونوش كاين madame genre des problèmes d'interférence. Généralement, avec l'infrarouge, ils sont perturbés par la lumière. Parce qu'ils se rapprochent de la lumière du jour, l'infrarouge, n'est-ce pas? Là, non. Infrarouge. Tout ce qui concerne les lumières, ça va perturber la transmission infrarouge. D'accord? Elle va être perturbée. Pour les données, je parle des données. Et en plus, l'infrarouge, dans une seule pièce, il ne transperce pas les murs. D'accord? Vous serez limité à une seule pièce. Il a un bon débit de transmission, certes, parce qu'on entend les fréquences, donc le débit, on l'améliore, mais il a des inconvénients. C'est la restriction dans une seule pièce, les perturbations peut-être aussi pour la santé, mais il n'est généralement pas utilisé pour ce qui concerne les WLAN. Donc, ce qui nous concerne, c'est les réseaux locaux sans fil. Généralement, on ne l'utilise pas. D'accord?
les infrarouges. Maintenant, je pense qu'ils sont plutôt passés au WLAN avec la lumière du jour, avec les faisceaux lumineux. C'est ça la tendance. Essayez de vous documenter dessus. Donc, c'est plutôt ça. On monte. Après, à un moment donné, classe, quand on arrive à un moment donné à la lumière, je pense qu'ils ont tout. On est au summum de la plage des fréquences. Ils ne peuvent plus monter. Dans la plage de fréquences, ils peuvent peut-être améliorer plutôt les couches plus basses. C'est lesquelles? Les couches de multiplexage, d'accord? De codage, pour améliorer encore un peu plus. Mais sinon, l'utilisation de la plage de fréquences, je pense qu'ils sont arrivés au summum, la lumière. Donc, c'est bon. Alors, les ondes radio, c'est plus bas. Donc, c'est plutôt, voilà, ils ne requièrent pas d'antenne parabolique. Et vous n'avez pas besoin des antennes face à face. D'accord? Et les applications, c'est tout ce qui concerne la radio FM, AM, toutes les radios. Alors, les micro-ondes terrestres, donc c'est plutôt directionnel, des antennes paraboliques, il faut les mettre une fixation rigide et on doit les installer haut par rapport au sol pour qu'il n'y ait pas de perturbation et aussi pour pouvoir ne pas y avoir d'obstacles. D'accord? Il faut les diriger face à la transmission souhaitée. D'accord? Vous nous dites le LiFi. OK. On va chercher. D'accord. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a comme norme, comment il est utilisé, est-ce que ça se vend déjà. C'est intéressant de se documenter dessus. D'accord? Alors, les applications pour les micro-ondes terrestres, vous avez tous les services de télécommunication, longue distance et également les points à point. Là, on revient à autre chose. L'atténuation, ça aussi, vous connaissez, c'est le L, donc L en décibels. Voyez ici que l'atténuation, on aurait pu l'exprimer 100 décibels. Et si on l'exprime 100 décibels, là, vous aurez à faire des divisions. Quand on va calculer l'atténuation sur toute une ligne de transmission, vous aurez à faire des divisions et des multiplications au lieu de faire des additions et des soustractions. Donc là, je pense que le calcul, on peut vous donner un petit exercice pour faire le calcul. Qu'est-ce qu'on remarque ici, dans ce graphe? Donc, là, vous avez l'atténuation en décibels et en fonction de la distance parcourue. Et vous avez la fréquence. Donc, si on se fixe uniquement cette courbe-là de la fréquence, f est égale à 30 MHz. D'accord? Quand j'envoie avec une fréquence de 30 MHz, plus j'augmente la distance, ça veut dire j'éloigne, mon signal s'éloigne, plus vous remarquez quoi? On remarque que l'atténuation augmente. Là, je suis là. Pour cette courbe-là. Cette courbe-là concerne f, une fréquence. C'est un exemple. Ce n'est pas un exemple. C'est tiré de la formule de l'atténuation qu'on vient de voir. Donc, pour un exemple de f est égal à 30 MHz, plus j'augmente la distance, je remarque que l'affaiblissement augmente. N'est-ce pas? La même chose pour 300 MHz, plus j'augmente la distance, l'affaiblissement augmente. C'est logique. Maintenant, si je fixe la distance, par exemple à 10 km, vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Si je fixe à 10 km, l'affaiblissement, il augmente, plus j'augmente quoi?
La fréquence. La fréquence. Donc, pour notre cas, dans le sans-fil, et si j'envoie vers un satellite et j'augmente la fréquence pour avoir de bons débits, dites-vous, plus j'augmente ma fréquence en souhaitant avoir un meilleur débit, plus je vais rencontrer des problèmes d'atténuation. D'accord? OK? Et d'affaiblissement. Donc, c'est vrai que j'augmente. Et là, vous remarquez bien, plus je descends dans les fréquences. Si je prends pour les ondes radio, je descends dans les fréquences, n'est-ce pas? Je descends. Donc, pour une fréquence plus basse, j'aurai moins d'atténuation même si j'augmente ma distance. C'est pour ça qu'on n'utilise pas forcément, on n'est pas obligé d'utiliser des antennes pour pouvoir amplifier notre signal quand on est dans des fréquences basses. D'accord? Mais plus je monte dans les fréquences, j'aurai une atténuation, un affaiblissement de mon signal si je m'éloigne de la source. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une représentation de ça. En modifiant, en jouant sur la distance et la longueur d'onde. Quand on dit longueur d'onde, ça signifie, bien entendu, la fréquence, parce que c'est l'inverse. Est-ce que c'est clair? Madame. Très, très bien. Il y a Ali qui nous dit oui, c'est parfait. Alors, les autres. Samy, est-ce que c'est clair? Iman. Très bien. Younes. Oui, madame, Hajar. c'est clair. Très, très bien. Zakaria, est-ce que c'est clair? Nina. Riyad. Alors, les participants. Abdelrahim, est-ce que ça va? Oui. Abdellali, Alilou, Asma, Adil, oui, oui, oui. Hiba, Krimi, Yes, Lina. Vous êtes tous là, c'est parfait. Rim, CBN, Nourlouda, Rania. Parfait, vous êtes tous là. On continue ou vous préférez vous arrêter un petit moment? Comme vous voulez. Ou là, on continue ça et on passe à autre chose. Hein? Comme ça, on fait une petite pause et on revient. Vous êtes d'accord? Alors, pour ce qui concerne les micro-ondes par satellite, c'est plutôt, ça peut être des stations terrestres, des relais. Et si vous avez, par exemple, un satellite et plusieurs récepteurs au niveau de la Terre, donc ils vont recevoir les signaux sur une bande de fréquence, la liaison montante, et on va les amplifier vers une liaison qui descend du satellite. Donc, on peut les utiliser pour les programmes de télévision, les communications téléphoniques et aussi les réseaux d'entreprise. Alors, les ondes infrarouges, je vous laisse le soin de les lire. Pour les ondes infrarouges, on peut les utiliser dans des salles restreintes, point à multipoint, et également, c'est intéressant parce qu'ils ne nécessitent pas de licence d'utilisation. Vous avez une certaine forme de sécurité parce qu'ils ne pénètrent pas les murs, donc vous serez restreint à une seule salle. Et on peut également utiliser des objets colorés au niveau du plafond pour faire de la diffusion de vos ondes infrarouges. Le multiplexage, c'est pour pouvoir partager un canal ou une bande passante par plusieurs signaux en même temps sur un même support de transmission. Ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'économiser et de bien utiliser notre bande passante. Pourquoi? Parce que la bande passante, elle est une ressource
je dirais pas rare, mais importante, qu'on n'aimerait pas ne pas bien la partager et l'utiliser, surtout si elle requiert des licences. Donc, il faut bien l'utiliser. Donc, je pense que vous connaissez également le multiplexage. On va essayer de diviser sur plusieurs canaux de communication, bien sûr en évitant les interférences. Alors, pourquoi l'emploi du multiplexage? J'avais dit, si les équipements ils sont chers et on souhaiterait partager cette bande passante entre plusieurs équipements, donc on aimerait bien économiser cette bande passante et bien sûr augmenter les débits. Vous avez différents types de multiplexage. Est-ce que vous les connaissez? Le FDM et le TDM, quelle est la différence entre les deux? Le time division كان quantum هذاك. Le C'est ce TDM. qu'on appelle les slow. Et les FDM? في الاف دي ام كان دي مومون دو سيلونس. في الدي ام ما كاش. Vous êtes magnifique. J'aime bien votre cours et on partage des idées, c'est très très bien. Est-ce que les autres encore des réponses? Alors, le FDM, qu'est-ce que vous m'avez dit? Andy, une bande passante. Déjà, le but, voilà. Le but, on a une seule bande passante et je veux l'utiliser pour différentes fins. Ça veut dire pour plusieurs objectifs. En plus, je ne veux pas laisser, si j'ai une seule communication, un seul utilisateur, je ne veux pas laisser, je l'utilise et tout celui-là vide. Donc, je partage. C'est ça le but. C'est de partager ma bande de fréquence ou bien de bien l'utiliser. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour le FDM? Je vais prendre ma bande de fréquence et je vais la partager. Elle dit petit f1, petit f2, petit f3, petit f4. Exemple. Et chacune de ces bandes passantes sera utilisée pour une application donnée. D'accord? C'est Ali qui a dit tout à l'heure, il y a des temps de silence. C'est qui a dit temps de silence? Moi, madame. Ali. Alors, Ali Lo. Alors, c'est quoi ces temps de silence? Ou là, c'est pour le TDM? Non, كنت قصدي الاف دي ام هو اللي عنده كونسيلونس. تي دي ام اف. C'est des temps. Quand on Non, parle il y a des fréquences entre les d'accord. fréquences des bandes de Très garde. bien. C'est des bandes de garde. Les bandes de garde, voilà, on les utilise, elles sont là. Ça, une petite bande de garde. Pourquoi? C'est quoi cette bande de garde? Parce que les signaux peuvent se recouvrir. Très bien. C'est exactement ça. Parce qu'il y aura des interférences. Je mets interférence. Comment on n'a aucun petit espace vide en vert. C'est ce qu'on appelle des bandes de garde. C'est des espaces qu'on ne va pas utiliser. On va gaspiller quelque part, vous allez me dire. C'est ça. Je vais gaspiller, je ne vais pas utiliser. Mais je suis obligée de laisser ces petits espaces pour qu'il n'y ait pas d'interférence. F1, F1, la fréquence porteuse, elle est là. N'est-ce pas? Donc, le signal, fréquence porteuse ou la centrale, elle est là. Le signal, il sera sur tout ça. C'est vrai de part et d'autre. Il va s'atténuer. La plus grande intensité du signal sera au milieu. F2, c'est la même chose. Ça, si on ne laisse pas
des petits bandes de garde, où il n'en va pas les utiliser, il peut y avoir des chevauchements entre F1 et F2. Donc, on est obligé. Mais faites attention, si le rapport total de la bande fréquence Gahadia, exemple, on dit de 10 jusqu'à 50, exemple. Ou la bande de fréquence, la largeur تاعها ندير كل وحده 4 4. N'est-ce pas? كون ندير شحال la largeur totale? C'est 40. N'est-ce pas? Si le pourcentage d'utilisation réelle 40 sur les 1, 2, 3, maintenant 12, il est très important, c'est une valeur importante. Au maximum. Il ne faut pas que l'utilisation réelle soit pas bonne, pas bien utilisée. J'essaye de prendre le minimum de bandes, en d'autres termes. J'essaye de prendre le minimum de bandes de garde de telle façon qu'il n'y ait pas d'interférence. Est-ce que c'est clair? Exactement, mais on essaye de toutes les manières, on fait tout pour que cette bande de garde soit petite. Le minimum, ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'interférence. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc Oui, là, oui. Et pour le TD1, donc là, on parle de bande passante. Et là, on parlera, on aura des slows. Plutôt, pardon, qu'est-ce que je dis? Là, c'est toute la bande de fréquence qui sera utilisée pendant différents temps. T1, T2, c'est toute la bande de fréquence. D'accord? Là, dans le même temps, en même temps, on pourra utiliser F1, F2, F3, F4. Là, c'est à tour de rôle. D'accord? Donc, dans l'intervalle de temps T1, je vais utiliser toute la bande de fréquence, T2, T3. Et on les appellera des slows de temps. D'accord? Ce qu'il faut savoir, si on est dans le time, d'accord? Quand on est dans le time, ça signifie on est dans un traitement obligatoirement numérique. Il y aura du numérique. Parce qu'on ne pourra pas faire ce time. On ne pourra pas synchroniser avec le temps. D'accord? Alors, maintenant ma question. Ma question, qu'est-ce que c'est ça? Par rapport à ça. Et qu'est-ce que c'est par rapport? C'est parti. Vous m'entendez? Très bien. Par Oui, rapport. madame. Très bien. Voilà. Et Madame, également, synchrone ou asynchrone? non. Et ça. C'est quoi? Ce qu'on va faire, je préfère vous laisser chercher un peu. D'accord? Vous remarquez bien Le que A, là, c'est Access. oui, très bien, Anya. Elle dit la partie, elle est identique. Mais quelle est la différence? Oui, accès multiple, oui.
on fait une petite pause. Alors, normalement, moi, je n'ai pas l'habitude de faire comme je veux. Je n'ai pas le droit.